Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Canal Horizon. Ce soir, nous proposons une émission spéciale consacrée à un sujet aussi complexe que central pour une partie du peuple algérien. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK. Ce soir, nous avons invité Morana Mellal, l'un des cadres de ce mouvement, directeur du cabinet du président Meni. Il répondra à nos questions pour tenter d'éclairer les téléspectateurs sur ce que le MAK est aujourd'hui, sur ce qu'il représente, sur ce qu'il revendique, et quel est son avenir possible dans le contexte politique algérien et international. Morana Mellal, bonsoir, très content de vous retrouver ce soir sur notre plateau. Bonsoir Wanis, bonsoir aux téléspectateurs, Azoul tout le monde. Azoul. Alors vous êtes directeur du cabinet du président Meni, qui est le président, je le rappelle, du MAK, du gouvernement en exil, du Kabyle en exil, pardon. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Farhat Meni est le président du gouvernement kabyle en exil. C'est un gouvernement qui existe depuis 2010. Et je suis directeur de cabinet du président Meni. Alors, on va essayer alors, on ne peut pas évidemment tout décortiquer sur le MAK, mais on va essayer de comprendre les bases et en tout cas les gros points de ce que constitue le MAK aujourd'hui, quelle est sa position. Alors, le MAK est souvent présenté comme un mouvement indépendantiste. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est toujours sa principale ligne aujourd'hui en 2025 ? Oui, alors le MAK est un mouvement politique pacifique, donc non violent, donc politique, qui existe depuis 2001 suite à ce qu'on appelle le Printemps Noir, donc qui est un massacre, un pogrom de la population kabyle, de jeunes enfants kabyles et d'adolescents kabyles par les autorités, par la gendarmerie algérienne, qui a été décidé. Donc il y a eu 128 morts et depuis il y a eu plusieurs accidentés qui ont décédé depuis, mais enfin voilà, on ne va pas faire un décompte macabre, mais c'est un massacre de la population kabyle par l'État algérien. Et suite à ce massacre, sur lequel je vais pas revenir, mais que les Kabyles connaissent et ils peuvent trouver quand même pas mal d'informations là-dessus sur les réseaux, le président Meni et un groupe de personnes ont décidé de créer un mouvement autonomiste au début, il y avait cette idée d'autonomie qui traînait un petit peu, dont Matoblounes commençait à parler de République kabyle. Il y avait Salem Chaker qui parlait d'autonomie culturelle et linguistique kabyle. Et donc le président Meni, entouré de ses conseillers de l'époque, a décidé de créer un mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Donc ça, c'était en 2001. Et cette idée d'autonomie, ils ont essayé de la mettre en place. Donc le MAK existe depuis 25 ans. Et ces 10 premières années, c'était des années où le MAK demandait à avoir un interlocuteur au sein des autorités algériennes pour trouver une solution à cette question kabyle. Régler le problème à l'intérieur de l'État algérien, mais l'État algérien n'a pas voulu entendre. À aucun moment, l'État algérien n'a voulu entendre ces appels qui ont duré pendant 10 ans. Il a même d'ailleurs commis un certain nombre de crimes et délits contre les dirigeants du MAK, à savoir l'assassinat jusqu'à aujourd'hui non élucidé du fils du président Meni. Méziane Meni a été assassiné à Paris dans des conditions très troubles et sur lesquelles nous sommes convaincus que ce sont les autorités algériennes qui l'ont assassiné. Et d'autres méfaits qui ont duré jusqu'en 2010. En 2008, le président Meni, lors de son dernier voyage, a envoyé un courrier à toutes les autorités algériennes, leur demandant, donc à la présidence de la République, présidence du gouvernement, conseil constitutionnel, président du Parlement, etc. Il leur a envoyé un courrier leur disant, voilà, je cherche un interlocuteur pour essayer de régler le problème de la question kabyle. Asseyons-nous quelque part, trouvant un statut spécial à cette région de la Kabylie. Donc il a envoyé ce courrier avec accusé de réception à chacun d'eux, leur disant que si au bout d'un moment je n'ai pas de réponse, je vais devoir, si je n'ai pas d'interlocuteur en interne,
je vais devoir aller chercher un interlocuteur en externe, c'est-à-dire que je vais internationaliser la question kabyle et créer mon gouvernement kabyle en exil. C'est comme ça que le gouvernement kabyle en exil est né d'ailleurs. Et bien sûr, il n'a pas trouvé d'interlocuteur puisque le régime algérien est un régime complètement obscur, opaque. On voit bien par exemple avec les affaires aujourd'hui de Boualem Sansal et de Christophe Glaise que les autorités françaises n'ont pas d'interlocuteur. Elles essayent de régler ces problèmes-là sans jamais trouver d'interlocuteur. Et c'est la même chose qui s'est passé pour le MAC à cette époque jusqu'en 2010. Donc bien sûr, il n'y a pas eu de réponse. Le MAC en interne donc, a créé son gouvernement, à l'époque c'était gouvernement provisoire, le GPK, gouvernement provisoire en exil. Et il a mis en place un certain nombre de choses pour internationaliser la question, pour comprendre ce que voulaient exactement tous les militants, tous les sympathisants, voire mettre en place, changer de nom et mettre en place ce choix d'autodétermination de la Kabylie. Alors, ce qui nous amène à quelque chose de très intéressant, qui est l'autodétermination des peuples. Qu'est-ce que c'est que l'autodétermination des peuples ? Je ne sais pas si ma réponse est suffisamment claire sur le MAC. Alors, je peux continuer. Donc, après, il y a, donc, les institutions du MAC se sont installées. Donc, il y a un gouvernement provisoire kabyle qui s'est installé, qui est devenu le gouvernement kabyle en exil, tout simplement. Et le MAC a continué à se développer et en Kabylie. Donc, en Kabylie, nous avons des sections, des coordinations depuis toujours, qui sont bien installées partout. Dans chaque village avait des représentants, des sections, des représentants du MAC. Je pense que c'est l'unique mouvement qui représente véritablement la Kabylie, puisqu'il la reconnaît comme entité réelle. Alors ça, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous dites que le MAC est bien dans tous les esprits, dans tous les villages, vous avez des sections un peu partout, c'est-à-dire jusqu'en 2025. Est-ce qu'on est toujours dans le cas? Alors la question, je vais la reformuler. Ce que vous présentez aujourd'hui comme le MAC qu'il y a de 2001 et en 2025, est-ce qu'on est dans la même évolution ou en mieux, en plus, en moins bien? C'est-à-dire qu'il y a une période avant 2021 et après 2021. À partir de 2021, c'est un mouvement strictement interdit. Si vous dites que vous êtes du MAC ou vous êtes sympathisant des idées du MAC, vous allez en prison. Ouais. Vous allez en prison. Ce n'est pas que ça pose problème, c'est que vous allez immédiatement en prison. En tout cas en Algérie. Donc l'Algérie a classé le MAC comme organisation terroriste. C'est un conseil, ce n'est même pas une décision de justice. Normalement, ce genre de choses se décide par un juge. Là, c'est un conseil qui a décidé du jour au lendemain parce que le MAC était vraiment partout. Le MAC représente... Pourquoi d'ailleurs on reproche, sur les réseaux, on reproche ne parlez pas au nom des Kabyles, ne parlez pas au nom de la Kabylie. Ah si, parce que le MAC peut se permettre de parler au nom des Kabyles et au nom de la Kabylie, parce que c'est la seule organisation qui reconnaît la Kabylie comme entité existante. Les autres partis, par exemple, si on prenait des partis qu'on dit kabyles, ils ne reconnaissent pas le peuple kabyle comme étant un peuple spécifique. Ils disent c'est un bouli-bougla à l'intérieur du peuple algérien. Alors, monsieur Ménal, donc ils parlent au nom du peuple algérien, j'ai pas de souci. Mais nous concentrons uniquement sur la Kabylie, sur le peuple kabyle, et nous parlons au nom de ce peuple. Parce que nous lui reconnaissons sa propre existence et sa propre spécificité. On va revenir dessus, monsieur Ménal. Mais moi, ma question, elle est, et je la reformule, bien sûr. Elle est de savoir, est-ce qu'on a le même ancrage du MAC aujourd'hui, alors en faisant abstraction des décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement depuis 2021, donc en faisant abstraction de ça, puisque ça c'est connu, on le sait qu'aujourd'hui, il y a ne serait-ce que sympathisant du MAC, c'est un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je vous pose cette question pour voir l'impact politique qu'on pourrait avoir à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, la position du MAC, depuis sa création jusqu'à 2025, est-ce qu'on a le même
on a le même impact. Est-ce que le MAC représente aujourd'hui dans chaque village des sections et bien intégré ou oui, c'est-à-dire que le MAC aujourd'hui, bien sûr, en termes de structure politique, nous ne pouvons pas avoir la même structure politique puisqu'elle est strictement interdite. On ne peut pas avoir le même travail politique, les mêmes structures politiques que avant d'avoir été interdit par le régime colonial algérien. Nous avons par contre en permanence des réseaux souterrains avec qui on discute, avec qui on échange, mais qui n'ont pas spécifiquement d'activité politique parce que toute activité politique les mènerait en prison. Nous ne voulons pas que nos militants, nos sympathisants aillent en prison. Le but du MAC, c'est de ne pas avoir de prisonniers politiques. Nous en avons entre 400 et 500 prisonniers politiques. Nous ne voulons pas en avoir davantage. Ils arrêtent les femmes, ils arrêtent strictement tout le monde, sans distinction. Et ils les gardent en prison sans même faire de procès. Ils les gardent en mandat de dépôt et ils cherchent, ils enquêtent pour trouver s'il y a quelque chose de suspect dans leur compte Facebook ou sur leur téléphone, sur leur WhatsApp ou que sais-je. Donc on a affaire à un véritable État colonial en Kabylie et nous ne voulons pas qu'il y ait d'activité du MAC en Kabylie sous cette forme-ci, étant donné le risque que l'on prend face à ce régime qui n'a absolument aucune éthique, aucune compassion envers des êtres humains qui prétend avoir sous ses ordres. Mais en tout cas, les Kabyles sont ces véritables ennemis. On le voit par exemple avec les journalistes, le journaliste Christophe Glaise. Bien sûr, nous avons communiqué avec Christophe Glaise. Christophe Glaise est intéressé par le football. Il est intéressé par des affaires un peu connexes au football. Donc il s'est intéressé à la CONIFA. Nous avons participé à la CONIFA. Il s'était intéressé à nous et à d'autres participants de la CONIFA. La CONIFA, c'est cette Coupe du Monde des clubs de football sans État. Donc il y a les Kurdes, il y a les... Il s'est intéressé. Pardon. Oui. C'est juste une parenthèse que je voudrais ouvrir. C'est un confrère. Hein. Est-ce qu'il n'a pas pris un risque en allant sur place communiquer avec sur une organisation qui est considérée comme terroriste? Je veux dire, est-ce que ça c'est pas prendre non plus un risque inconsidéré? C'est-à-dire qu'un journaliste, c'est dommage, hein, un journaliste a le droit de communiquer avec qui que ce soit. Vous pouvez appeler Bin Laden et lui poser des questions. Bon, il est décédé, mais en tant que journaliste, vous êtes autorisé à faire vos enquêtes, même avec des gens, avec des criminels. Pour un journaliste, il enquête, il peut parler à qui il veut. À supposer, bon, déjà, nous ne sommes pas une organisation terroriste. Christophe Glaise, nous l'avons rencontré en territoire français. Déjà avant qu'on soit classé organisation terroriste, il y a eu des échanges effectivement après sur WhatsApp, mais purement journalistique. Purement journalistique, purement footballistique, parce que il enquêtait également sur un assassinat d'un joueur Ebossé, Albert Ebossé, qui a été tué dans des circonstances étranges. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire d'assassinat d'Albert Ebossé? Ebossé était l'un des grands joueurs de la JSK. Et soudain, il meurt et on nous annonce qu'il a été caillassé par les supporters de la JSK. C'est étrange que les supporters de la JSK caillassent leurs propres joueurs. Ça aurait été dans une équipe adverse, j'aurais pu y trouver une certaine logique. Donc, ils caillassent leurs propres joueurs. C'est étrange. C'est comme le MAC qui aurait brûlé sa propre Kabylie. C'est quand même étrange. Pourquoi le MAC ne brûle-t-il pas le territoire de ce qu'il considère comme étant son adversaire ou son ennemi? Il brûle sa propre maison. Donc c'est étrange. Donc peu importe, donc nous on a remis en question surtout qu'à l'époque il y avait des images qui montraient que Albert Ebossé rentrait dans le vestiaire, enfin rentrait dans le truc sans avoir été caillassé. Donc bon, on n'avait pas on n'est pas inspecteur de police, mais l'histoire nous paraissait très étrange et lui a enquêté de par lui-même. C'est dans ce contexte qu'on l'a rencontré, en fait. Lui, il faisait des enquêtes. Nous, on raconte les choses telles qu'on les voit. On n'a pas de langue de bois, on n'a rien à cacher. Nous sommes un mouvement politique, démocratique. Notre ancrage démocratique, c'est l'ancrage kabyle dans la démocratie ancienne, athénienne, méditerranéenne. On n'a absolument rien à cacher. Donc, on avait effectivement dit à l'époque que
ce crime nous paraissait étrange et que plutôt, voilà, il y avait d'autres crimes, il y avait le crime de Gourdel, etc., et qui nous paraissaient pas clairs. Et lui a enquêté, et en effet, il a trouvé qu'il y avait eu une contre-autopsie faite par les autorités camerounaises, parce que Oui, il était camerounais. Albert Ebossé est camerounais, et cette contre-autopsie contredisait ce qui était annoncé par les autorités algériennes. D'accord. Donc, Et qu'est-ce qu'elle disait, cette autopsie? C'est l'autopsie, intéressant. il disait que son bras lui avait été, son bras avait été retourné, voilà, on lui avait cassé le bras, truc, et il ne trouvait pas des traces de caillassage. Ça correspondait pas du tout à ce qui avait été dit. Enfin, moi, je suis pas spécialiste de, mais en tout cas, c'était une autopsie qui ne correspondait pas au scénario annoncé par les autorités algériennes, qui sont bien sûr suspectes sur ce territoire. Voilà, enfin je ne reviens pas là-dessus, mais en tout cas, l'Algérie refuse toute négociation, toute communication avec des gens qui s'opposent à elle. C'est bien pour ça que ce territoire de la Kabylie est sous colonisation. Il est sous colonisation, pourquoi? Parce que quand chaque Kabyle emmène son enfant la première fois à l'école, c'est un choc pour ce Kabyle. Parce que les enseignants, ses premiers cours sont dans une langue étrangère, totalement étrangère. Et si un enfant, quand il rentre à l'école, apprend une autre langue que sa langue maternelle, ça veut dire que cet enfant se trouve dans un territoire colonisé. Ça, c'est la première chose que tous les Kabyles savent. Est-ce que c'est de là qu'est née l'envie d'autodétermination ou d'indépendance? C'est ce que vous nous expliquez un petit peu, la différence qu'il peut y avoir. Mais est-ce que c'est à partir de ces critères qu'il y a eu une poussée un petit peu du MAC vers cette... Oui, c'est parce que déjà, il n'y a pas d'autodétermination, il y a différents niveaux d'autodétermination. Déjà, ce droit à l'autodétermination, il faut qu'on en parle. C'est quoi ce droit à l'autodétermination? Alors, ce droit à l'autodétermination, c'est un droit qui est inaliénable, il est inscrit dans le droit international, toutes les nations sont supposées respecter ce droit. Donc c'est l'article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies de 1945 qui encourage les peuples, qui encourage la paix entre les peuples et l'exercice de ce droit à se gouverner eux-mêmes, comme ils l'entendent. D'une part. D'autre part, pour ce qui nous concerne, donc pour le MAC de 2001 à 2010, à l'intérieur de la constitution algérienne, faite donc par l'Algérie, l'article 30 dit que la constitution algérienne et que l'Algérie encouragent tous les peuples à exercer leur droit à l'autodétermination. C'est l'article 30 que tout le monde peut trouver sur Internet, c'est pas très compliqué. De la Constitution. De la Constitution algérienne. Oui. Voilà. Donc nous ne réclamons que notre droit, tout le droit, et rien que le droit pour le peuple kabyle. Ce droit à l'autodétermination, il ne s'exerce pas sur les individus, il s'exerce sur les peuples. Est-ce que les Kabyles sont un peuple? C'est une question. Oui, les Kabyles sont un peuple qui ont une langue spécifique, un territoire spécifique, une histoire spécifique, un sentiment d'appartenance. Vous savez si vous êtes Kabyle ou si vous ne l'êtes pas. Et des mœurs particulières. Donc le MAC, qui est légaliste, qui ne cherche pas
à inventer des trucs ou à cacher des trucs ou à créer des choses. Le MAC a sa lecture du droit international. Il considère qu'il ne demande que son droit, mais il a encore fait un effort plus en avant. Il a été consulter les cabinets d'avocats, les plus grands cabinets d'avocats spécialisés dans le droit international, et il leur a demandé de faire la lecture de ce droit international pour le cas de la situation de la Kabylie, pour le cas de la Kabylie. Toujours sur l'autodétermination. Sur l'autodétermination. D'accord. Et le MAC a obtenu donc un avis juridique. Cet avis juridique, il est engageant, c'est-à-dire que le cabinet d'avocats s'engage là-dessus. Si vous le contredisez, à mon avis, vous pouvez gagner de l'argent. Si vous pouvez le contredire légalement, vous l'attaquez en justice, vous dites, vous avez dit que la Kabylie avait peut-être un droit à ceci ou cela. Donc il est engageant. Le cabinet d'avocats s'engage sur ce qu'il écrit. Et qu'est-ce que dit, vous pouvez le voir ou le trouver aussi sur les réseaux, cet avis juridique. Cet avis juridique, il dit bien que le peuple kabyle est bien un peuple, au sens du droit international. Ce n'est pas le cabinet qui décide qui est un peuple, qui n'est pas un peuple. Le droit international, il est là. Il y a des spécialistes qui arrivent à le lire. On arrive tous à le lire, vous-même, moi, qui sommes... c'est assez lisible, mais il y a des gens qui sont encore plus forts que nous, qui connaissent mieux cette matière juridique du droit et qui l'ont lu pour nous. Et donc, ces cabinets d'avocats, donc sur cet avis juridique, ils reconnaissent que le peuple kabyle est bien un peuple et qu'il a le droit d'exercer son autodétermination. L'autodétermination, ensuite, qu'est-ce que c'est exactement concrètement sur papier ou dans la réalité des choses? C'est quoi le droit à l'autodétermination? Le droit à l'autodétermination, c'est le droit de choisir comment on est gouverné. Donc il y a plusieurs, comme j'ai dit, il y a plusieurs types d'autodétermination, mais grosso modo, pour les Algériens, c'est très simple, c'est le vote qu'a organisé la France pour savoir si les Algériens voulaient rester dans la France ou être indépendants. Les Algériens ont voté pour leur indépendance et ils sont devenus indépendants. Il y a eu un vote, par exemple, pour la Nouvelle-Calédonie, il y a eu 2 votes où les gens ont voté non et qui voulaient rester en France. Après, il y a des contestations, est-ce que ceci, cela, mais il y a eu 2 votes où les Calédoniens ont décidé de rester dans la France. Il y a eu, par exemple, le cas du Québec, où il y a eu aussi 2 votes, pour savoir si le Québec voulait sortir ou rester dans le Canada. Le Canada est une nation. Et il y a eu un vote, etc. Le Québec a perdu, je ne sais plus, c'était 46-54 ou quelque chose comme ça. Ils ont perdu 2 fois. Il y a eu l'Écosse en 2014, où ce droit a été exercé. C'est le droit à l'autodétermination. C'est un droit inaliénable. Il y a d'autres types de... Ça arrive que des peuples sortent. J'ai pris l'exemple de l'Algérie parce que c'est le plus simple. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, il y a le Kosovo. Il y a le Timor oriental qui est sorti, qui a exercé son droit à l'autodétermination. Il y a l'Estonie qui a exercé son droit à l'autodétermination. Il y a l'Arménie qui a exercé son droit à l'autodétermination. Ils sont sortis. Voilà, il y a l'Érythrée. Je peux en citer plein. Il y a plein d'États qui sont sortis de... D'où vient ce droit à l'autodétermination, historiquement? Ce droit à l'autodétermination, c'est un droit qui est là pour réduire la puissance des empires. C'est quelque chose qui vient en fait des Lumières, qui vient de la philosophie de Jean-Jacques Rousseau. Le premier peuple, on le raconte, qui a exercé son droit à l'autodétermination, en fait, il s'est rattaché à la France. C'est le comte Avénessin, en 1791, parce qu'il décide de faire ce qu'il veut. Le peuple, en tant que peuple, il décide soit de rejoindre, soit de se séparer, soit d'être autonome, soit de défendre une langue, par exemple. L'Alsace, par exemple, ils ont un statut un peu spécial dans la France, où, par exemple, ils ont un droit d'exercer leur religion de manière différente, etc. Donc, l'autodétermination des peuples, c'est
complexe et c'est à plusieurs étages. Mais c'est un choix libre, démocratique, où les gens ont le droit de choisir. Ce droit-là, on ne peut pas le retirer aux gens. Et il est venu comment? Il est venu, donc je l'ai dit, des Lumières. Et par la suite, c'est ce qu'on appelle, après la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle le moment Wilson. C'est le président Wilson qui a essayé d'imposer ça au peuple, qui a essayé d'imposer ça à la Société des Nations pour un peu réduire la force des gros empires. C'est-à-dire qu'on a mis en avant le droit des peuples à s'autogouverner face à la croissance et la domination des empires qui souvent sont totalitaires. Donc je pense à l'Empire austro-hongrois, l'Empire britannique, l'Empire français, etc. Et ce droit-là, c'est très intéressant. On le voit par exemple pour l'Empire austro-hongrois, on voit la balkanisation aujourd'hui de la Yougoslavie, parce que la Yougoslavie c'est un peu ce qui reste de l'Empire austro-hongrois, la balkanisation de la Yougoslavie, et l'exercice du droit à l'autodétermination des peuples de Yougoslavie, à savoir les Croates, à savoir les Slovènes, le Monténégro, la Macédoine du Nord, le Kosovo, la Bosnie, voilà, je ne sais pas si je les ai tous cités, il y a la Serbie. Ces peuples-là, aujourd'hui, ce sont des États. Ce sont des États qui, pour certains, réussissent très bien. Quand je pense à la Croatie, je vous invite à aller en Croatie. Quand je pense à la Slovénie, qui est une région montagneuse qui peut être un exemple, le président Tebboune a visité la Slovénie il n'y a pas très longtemps. Elle n'a rien elle n'a rien à vouloir. On peut la comparer tout à fait économiquement et socialement aux démocraties occidentales. Donc, ils n'ont pas du tout de retard. Ils ont rattrapé le retard parce qu'ils se sont balkanisés. Alors, est-ce que tout ont réussi? Monsieur Mélane, je comprends et j'entends les exemples que vous avez pris, mais est-ce que, alors, ma première question, c'est de savoir déjà, est-ce qu'on peut comparer la Kabylie actuelle, parce qu'à quel prix ils ont pris leur autodétermination, les pays des Balkans par exemple, ça a été de longue haleine et il y a eu une grosse perte. Est-ce que nous, est-ce qu'on est dans ce cas-là? Est-ce que ce cas de figure peut s'appliquer à la Kabylie? Et puis surtout, alors, je vous laisse répondre sur celle-là parce que j'ai une autre question par rapport à cette autodétermination, et savoir concrètement comment on peut la réaliser et comment vous la voyez, vous. Alors aujourd'hui, concrètement, c'est assez structuré au sein du MAC, hein, c'est très précis, mais pour les novices comme moi ou comme d'autres, qu'est-ce que ça représente sur le terrain? Aujourd'hui, on a des régions kabyles à droite, à gauche, qu'est-ce que ça changerait et qu'est-ce que ça apporterait surtout? Très bien, oui, c'est une très bonne question. Je vous laisse répondre à la première question. La première question, donc, l'autodétermination, c'est vrai qu'on a l'impression que souvent, ça se fait par violence. Mais pas que. Par exemple, le Monténégro s'est détaché de la Serbie sans aucune violence. La Macédoine du Nord s'est détachée de la Serbie sans aucune violence. Bon, on n'en parle pas, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'actualité. Oui. C'est un pays qui s'est créé. Voilà. Le Kosovo non plus, il n'y a pas eu de violence. Il y a eu une déclaration unilatérale d'indépendance. En Bosnie, il y a eu des dégâts. Avec la Croatie, il y a eu des dégâts. Sur les premières, oui, il y a eu un petit peu il y a eu des guerres, en effet. Mais il y a plein de... Par exemple, l'Estonie, quand elle s'était détachée de l'Empire soviétique, de la Russie, il y a pas eu de... Il y a eu tout petit peu, mais très léger. Voilà, ça peut arriver. Par exemple, il y a eu aussi des pays qui se sont détachés sans violence, mais la plupart du temps, tout à fait, j'en conviens, ça peut être violent. Nous, pour la Kabylie, c'est un retour à une situation qui existait auparavant. La Kabylie est une nation, qu'on le veuille ou pas. C'est un État qui existait sous le royaume de Koukou et le royaume des Atabas. Donc c'est un État déjà existant. C'est un État qui a une histoire différente de celle de l'Algérie. L'Algérie a son histoire, même à l'époque ottomane, la Kabylie était indépendante. Les gens de la régence d'Alger
quand ils voulaient traverser pour aller dans le Constantinois, dans le beylik du Constantinois, ils devaient payer une taxe pour traverser la Kabylie. La Kabylie a toujours été indépendante jusqu'en 1857. La Kabylie n'a pas été occupée en 1830 par les Français. Elle a été occupée par la France entre 1857 et 1871. Voilà. Donc, la bataille d'Ishéldon a été perdue en 1857. Et à partir de là, donc, la Kabylie retrouve un état naturel d'indépendance. La Kabylie, c'est-à-dire que dans l'inconscient de chaque Kabyle, il y a cette indépendance. Le Kabyle n'est pas algérien. Le Kabyle est Kabyle avant tout. Parce que c'est inscrit dans sa mémoire. Il est Kabyle, il a un certain nombre de valeurs kabyles qui sont spécifiques. Ces empires, l'Algérie, c'est une construction algérienne impériale. C'est même pas la France, c'est la France coloniale qu'il a imaginée. C'est pas la France d'aujourd'hui, c'est la France du 19e siècle. Elle a inventé cette Algérie dans laquelle elle a enfermé de multiples peuples et ce multiples peuples n'arrivent pas à vivre ensemble. Je n'accuse pas, je ne dis pas que c'est la responsabilité de X ou de Y, je constate le fait aujourd'hui. Elle l'a construite comme ça et ces peuples n'arrivent pas à vivre ensemble, ils n'arrivent pas à construire un État, une démocratie. Au sein de l'Algérie, c'est ça ? Au sein de l'Algérie, il y a différents peuples qui se tirent dessus, qui se jalousent. On ne met jamais en avant l'intérêt collectif, parce qu'il n'y a pas de sentiment collectif. C'est même pour ça que l'Algérie est sale, l'Algérie est abandonnée, chacun pense à soi. Oui, mais monsieur Mélan, ça c'est la vision du MAC, mais il y a des Kabyles qui revendiquent leur algérianité, oui. Donc c'est là-dessus que je voudrais revenir. C'est pour ça que je vous ai posé cette question en parallèle, en vous demandant concrètement aujourd'hui comment vous voyez ces choses-là, parce qu'il y a évidemment il y a des Kabyles qui seront certainement pour la vision aujourd'hui pour indépendantiste. Voilà, indépendantiste, d'autres qui seront plus algériens, donc d'autres qui seraient pour partager. Enfin, il y a plusieurs courants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors concrètement, est-ce que le MAC il est capable d'apporter et de réunir ces Kabyles sur une seule position en leur disant voilà, on apporte quelque chose de concret, de viable, de solide, qui évidemment drainerait ces gens-là qui peut-être ne voient pas les choses de la même manière. Bon, d'abord aujourd'hui, le débat en Kabylie, il ne peut pas avoir lieu, puisqu'il n'y a aucune liberté d'expression. On ne sait pas ce que les gens pensent. Si quelqu'un vous dit je suis strictement... Aujourd'hui, tout le monde a intérêt, toute la population a intérêt d'être contre le MAC. Parce que sinon, s'il y en a un seul qui dit qu'il est pour le MAC, il va en prison. Ça, il faut faire attention. Les gens risquent d'aller en prison s'ils partagent les idées du MAC. Donc ce débat ne peut pas avoir lieu. Donc dans la diaspora aujourd'hui, la plupart des gens débattent, mais on ne trouvera pas de personnes strictement opposées au référendum ou au droit à l'autodétermination. On ne peut pas être opposé au droit. Le droit, c'est la justice internationale. Ils peuvent. Moi, je suis pour que même ceux qui sont contre l'indépendance de la Kabylie puissent l'exprimer dans un bulletin. C'est bien de parler, mais il faut que ces gens-là l'expriment dans un bulletin. Et disent, voilà, moi je vote non à l'indépendance de la Kabylie. Ils ont ce droit. Je le respecte. Le MAC le respecte. Le MAC est basé sur les valeurs profondes de la Kabylie, sur ce socle démocratique de la démocratie villageoise kabyle, qui est très particulière, mais qui est très démocratique. Donc, en Kabylie, comment, maintenant, dans le cœur des gens, tout le monde veut être indépendant. L'Algérie exerce une persécution sournoise sur tous les Kabyles. Et tous les Kabyles, dans leur cœur, veulent se débarrasser de cette Algérie. Ça fait 62 ans. Moi, mes parents étaient pour une Algérie démocratique, plurielle, tout ce qu'on nous raconte.
Ils ont travaillé 60 ans pour essayer de faire progresser, mais en fait, ça n'a fait que reculer. Donc c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, la seule idée intéressante, c'est pas moi qui le dis, je cite quelqu'un, la seule idée intéressante qu'il y a eu après 1962, après l'Algérie post-coloniale, c'est l'idée d'indépendance de la Kabylie. D'accord, ça j'entends, mais alors... qu'est-ce que ça va apporter au peuple kabyle? Je voudrais quand même ramener un petit peu vous dites que tout le monde voudrait être autonome et indépendant au niveau de la Kabylie. Mais si vous n'avez pas ce chiffre aujourd'hui, que vous ne pouvez pas avoir des informations au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qui vous permet de dire Qu'est-ce qui nous permet? Bon, ce qui nous permet de le dire... Je vous parle en tant que militant du MAC. Hein, bien sûr, ce qui nous permet de le dire, c'est que, bon, déjà, on est en contact avec tous les Kabyles, beaucoup de Kabyles, même qui travaillent pour l'armée algérienne, qui travaillent dans les gendarmeries, avec qui on communique, ils nous disent oui, vous avez raison, il n'y a pas d'espoir, tout le monde a tout. Il y a un véritable climat de terreur. Donc vous avez quand même des remontées d'informations qui disent que voilà, il y a une volonté. Il y a une volonté. Bon, chaque individu est différent. Ce n'est pas un peuple de moutons. Il y en a qui veulent une autonomie large, il y en a qui veulent sortir de cette Algérie très violemment. Il y a de tout. Il y a de tout, mais tout le monde la rejette. Tout le monde espère. La preuve, c'est que tout le monde se sauve de cette Algérie. Est-ce que vous organisez des think tanks, des plateformes de discussion, des plateformes d'échange? Parce que pour avoir ces remontées, pour savoir ce que peut penser ne serait-ce que la diaspora ou des gens... Dans la diaspora, je dirais que 80% des gens auxquels on parle sont pour l'indépendance de la Kabylie. Bien sûr, ils ne s'affichent pas dans la diaspora. Pourquoi? Parce que l'Algérie les fiche et ils ne peuvent pas rentrer, ils sont surveillés. À Alger, à la police des frontières, il y a des logiciels qui scannent toutes les manifestations. S'il y a quelque chose sur votre Facebook ou si vous retrouvez une photo de vous à côté d'un drapeau kabyle. Ici en France? Non. À la douane Non, je veux dire les manifestations de la diaspora. Oui, les manifestations de la diaspora ou même des manifestations anciennes. Il y a une femme qui s'est faite arrêter, qui n'est pas du tout politique. Peut-être est-elle indépendantiste ou pas, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'est pas du tout, j'en sais rien. Elle n'est pas du tout politique en tout cas. Elle a été arrêtée parce qu'il y a eu une photo de 2016, je crois, où elle a pris une photo lors d'un concert ou lors d'une soirée musicale. C'était pas encore considéré. Et ils l'ont retrouvée dans son portable. C'était une photo, elle avait pris des photos avec Idir, le chanteur Idir, avec Kate Minglet, elle aime bien les fêtes et tout, elle allait dans les fêtes. Elle a pris une photo avec Farhad Mahani, je pense en tant que chanteur. J'imagine. Ouais. J'imagine, parce que c'est une femme relativement âgée, c'est une femme qui aime beaucoup la culture et la culture musicale et tout. Et ils l'ont arrêtée, ils ne l'ont pas relâchée. Ah. Voilà. Donc concrètement, tous les Kabyles qui rentrent... Pendant les manifestations, aujourd'hui, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Ceci dit, lors du dernier commémoration du 20 avril, il y avait une vingtaine de milliers de Kabyles qui ont marché à Paris et je vous invite à venir avec des masques, avec des lunettes de soleil. Les logiciels ne vous reconnaîtront pas. Et c'est intéressant. Mais voilà, donc on vit dans un climat de terreur. L'idée de l'autodétermination, c'est un droit absolu. Alors, cette idée d'autodétermination, elle est un peu en conflit avec l'idée de l'intégrité territoriale. C'est deux articles de loi qui s'opposent un peu. Mais la force du droit à l'autodétermination, c'est quoi? C'est que ce droit à l'autodétermination, c'est la volonté des peuples. Donc des individus, c'est un désir d'un peuple d'avancer. Par contre, l'intégrité territoriale, c'est juste la volonté étatique, administrative d'un État de maintenir sa frontière. C'est pas pareil. Quand on parle des individus, du désir des individus,
ou du désir d'un État administratif souvent répressif. Et effectivement, on peut, donc au cours de l'histoire, l'autodétermination des fois est mise en avant, comme dans les années 90, démantèlement de l'Union soviétique. Par exemple, il y a eu beaucoup d'États qui ont accédé à leur indépendance. La décolonisation dans les années 50-60, la décolonisation, donc beaucoup d'États ont accédé à leur indépendance grâce à ce droit à l'autodétermination, dont l'Algérie. Et il y a des périodes où c'est plus l'autre loi de l'intégrité territoriale, la défense de l'intégrité territoriale des États qui est plus forte. Donc ça dépend des périodes et ça dépend des politiques. D'accord. Alors maintenant, je vais répondre à la question essentielle. Que rapportera une Kabylie indépendante à l'individu, au Kabyle? Voilà, ça c'est très intéressant. Déjà, le Kabyle pourra être lui-même dans son territoire en Kabylie. Le Kabyle n'est pas un sous-citoyen. Aujourd'hui, il est sous-citoyen. Le Kabyle, il est un Kabyle, il est né Kabyle, il parle Kabyle, sauf qu'il est dans un État algérien, arabe et islamique. Alors que lui, il n'est pas arabe, ça c'est clair, et il n'est pas forcément musulman. C'est-à-dire qu'en Kabylie, on a une certaine laïcité, il y a des gens qui sont agnostiques, qui ne croient pas en grand-chose, il y a des gens qui sont musulmans, qui ont un islam d'ailleurs très tolérant et très kabyle, il y a des chrétiens, il y a des protestants, il y a des catholiques, il y a des athées, il y a de tout. Et on vit dans cet espace où on n'impose rien à personne. Moi, j'ai vu des mamans cuisiner à leurs enfants pendant le ramadan, alors qu'elles faisaient le ramadan, mais elles cuisinaient à midi pour leurs enfants qui avaient décidé de ne pas le faire. Mais ça ne posait pas de problème particulièrement dans la famille. Donc, il y a cet esprit de laïcité qui est respecté, qui est très bien. Donc, le Kabyle pourra vivre. Alors, ensuite, on nous dit économiquement comment ça se passera. C'est très intéressant économiquement. Le Kabyle, économiquement, il se débrouillera très bien. Pourquoi? Parce que on lui reproche de ne pas avoir de ressources. Déjà, il a la meilleure des ressources dans cette partie du territoire, particulièrement avec le réchauffement climatique. La ressource, c'est la ressource en eau. L'eau, c'est l'un des rares territoires au sud de la Méditerranée où il y a beaucoup d'eau et facilement accessible. Ensuite, il y a des ressources, il y a d'autres ressources comme tous les États, mais il va se débarrasser de cette ressource qui a été quand même une plaie pour l'Algérie, qui est la ressource des hydrocarbures, qui n'a servi à rien, qui a servi simplement à transformer le pays en tube digestif, ou une économie qui n'était basée que sur le pompage de cette ressource et sa vente. La Kabylie va être un État comme un autre État, comme tous les États occidentaux, c'est-à-dire basé sur le travail. Son économie sera basée sur le travail, sur l'économie de la connaissance. On voit bien que la Kabylie, par exemple, arrive première dans tous les examens et on va accélérer ces secteurs sur lesquels elle est forte. Donc on sera ouvert. En plus, nous, on n'a pas cette haine de l'Europe ou de l'Occident. Nous, on s'est battu contre la France. Nous avons vaincu, nous avons apporté l'indépendance à l'Algérie, qui est par contre ingrate envers les Kabyles et qui aujourd'hui les réprime. Mais ce n'est pas grave, nous voulons divorcer pacifiquement, sans violence. Et cette Kabylie indépendante mettra l'accent sur l'économie du savoir. On créera des universités liées aux universités occidentales qui sont bien en avance. Nous créerons des instituts d'enseignement où les gens pourront venir apprendre chez nous et ces instituts seront jumelés aux écoles européennes ou américaines. Nous accélérerons sur tout ce qui est l'économie de la santé, l'économie des services de la santé, où la Kabylie est très très forte. Nous permettrons aux médecins qui sont tous dans la diaspora de créer leurs cliniques pour personnes âgées, leurs cliniques pour opérer des gens sur différentes maladies où les gens n'arrivent pas à se soigner de manière totalement libérale.
ce qu'il faut savoir, c'est que le Kabyle a toujours été plus ou moins porté sur la liberté économique. C'est un marchand, le Kabyle. Le Kabyle a toujours acheté des choses quelque part, revendu ailleurs, transformé des choses, trouvé de la valeur ajoutée. Et de la même manière, avec ou sans ressources, bon, bien sûr, la Kabylie sera un territoire de liberté et de tourisme moderne. Nous sommes juste en face de l'Europe où on n'a pas à laisser tout le tourisme aller au Maroc, en Grèce, en Tunisie, en Espagne. Il y a de la place aussi pour la Kabylie, parce que la Kabylie n'a pas peur des touristes. Ils seront les bienvenus. Il y a suffisamment de maisons où on pourra les accueillir, transformer des maisons d'hôtes, ouvrir des Airbnb, de manière à ce que, bien sûr, des échanges se fassent, les villages kabyles puissent revivre, puisque l'Algérie organise l'exode absolu des villages kabyles. Ils veulent chasser les Kabyles de leur territoire. Non. Et en plus, ce territoire sera facilement gérable. Par exemple, pour installer des réseaux Internet, le territoire est relativement petit. On peut installer la fibre dans chaque village. Les gens pourront travailler de leur propre village. Voilà, nous avons une économie du service et du savoir qui peut être florissante en Kabylie. Bien sûr, moi je dis ça, le MAC a ses idées, mais ce sera aux Kabyles de décider. Le MAC, nous ne construisons pas une dictature où vous devez obéir aux rêves du MAC. Ce sont aux Kabyles de choisir démocratiquement ce vers quoi ils veulent aller. Nous suggérons des choses, après les Kabyles choisissent. Après, il y a bien sûr l'économie financière. Nous pouvons développer des plateformes où le crédit soit accessible plus facilement, ce qu'ils appellent la dette privée ou le private equity, les économies de marché, monter des plateformes un peu du type ce qui a été monté à Dubaï, ce qui est monté à l'île Maurice. Il y a peu ce qu'on appelle de manière vulgaire les paradis fiscaux, mais pour un démarrage, un paradis fiscal, c'est pas mal. C'est ce qu'a fait Dubaï, c'est ce qu'a fait la Suisse, c'est ce qu'a fait l'île Maurice, c'est ce qu'a fait Malte. C'est pas mal de démarrer comme ça pour par la suite, bien sûr, réguler. Et ce qui est intéressant, c'est la liberté de l'énergie. Le Kabyle a beaucoup d'énergie pour faire des affaires, beaucoup d'énergie pour créer de la valeur rajoutée, offrir du service à ceux qui le demandent. La Kabylie, donc, il y aura cette industrie financière, je l'espère. Moi, c'est un secteur que je connais très bien et sur lequel je pourrais dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas non plus ennuyer les téléspectateurs. Il y a cette économie médicale et de services. On pourrait créer aussi des maisons de retraite, des endroits où on soigne la vue, où on implante des cheveux, etc. Enfin, il y a toute une économie autour du médical, ou même qu'on soigne des gens. On soigne des gens des cancers. Voilà, il y a toute une économie que nos médecins kabyles exercent un peu partout en France, un peu partout en Europe. Ils pourraient rentrer le faire chez eux. Il y a l'économie du tourisme, il y a l'agriculture de montagne, il y a plein de choses qu'on pourrait développer. L'économie du savoir, c'est-à-dire la science, développer tout ce qui est Internet, tout ce qui est start-up. Voilà, on a un continent très riche en face. Il y a plein de choses à développer. Alors, ce que vous expliquez là, c'est vraiment idyllique, c'est vraiment quelque chose de sensationnel. Ce serait, je pense que tout le monde est prêt à vivre cette vie, je veux dire. Mais alors aujourd'hui, il y a quand même, en restant plus terre à terre, hein, on a des questions. Si aujourd'hui un pays est capable de faire quelque chose, en tout cas une économie est capable de faire quelque chose, il y a une participation aujourd'hui obligatoire de l'État. Alors si on transpose ça dans une nouvelle version de la Kabylie, comme vous la proposez, ces projets que vous proposez, il faut bien une manne financière quelque part. Il faut bien que
Est-ce que c'est qui propose ça? C'est le MAC qui a sa vision des choses, qui serait capable éventuellement d'apporter cette aide complémentaire à ce développement économique fait par les Alors, il y a deux par les choses qui sociétés. sont importantes aujourd'hui pour créer une économie florissante. Donc aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a la base, la chose la plus fondamentale qui attire les investisseurs, c'est la confiance sur le pays. Et la confiance, elle vient de quoi? Elle vient du droit. C'est-à-dire que si vous allez investir dans un pays, si vous savez que les juges reçoivent des coups de téléphone et il n'y a pas de justice, c'est-à-dire que si demain on vous vole ou vous tombez dans une affaire un peu compliquée, ou de votre investissement il part en vrille, vous vous retournez vers le droit. Et le droit est censé vous protéger. Donc les investisseurs ont confiance en des territoires où le droit est juste, le droit est indépendant, et le droit s'exerce sur les entreprises, sur les individus. Les territoires où il n'y a pas de droit, donc exemple l'Algérie, je veux dire, je n'ai pas besoin de le démontrer, mais voilà, il n'y a pas d'investissement. Les gens ne vont pas là. L'Afrique, le droit est, même sur toute l'Afrique, le droit n'est pas terriblement bien respecté par beaucoup de nations. Il y en a quelques-unes qui essayent de... Et les investisseurs vont là. Donc, il faut construire un état de droit, et nous, c'est ce que nous proposons, avec une base de droit international, ce qu'on appelle English Law. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Kabyles ont un droit qui est le droit coutumier. Sur la planète Terre, il y a deux peuples qui ont un droit coutumier. Ça veut dire quoi le droit coutumier? C'est-à-dire que c'est un droit des valeurs, un droit qui a été construit petit à petit dans le temps par expérience de génération en génération sur des centaines de générations. Et on arrive à des règles qui ont évolué avec le temps, c'est ça le droit coutumier, qui arrive à un système de règles et de valeurs de droit qui sont appliquées à des populations. Donc il y a le droit coutumier kabyle et le droit coutumier anglais, ce qu'on appelle le common law, et qui est devenu aujourd'hui le droit international, le droit coutumier international. Ça, c'est l'histoire du droit, hein, mais bon. Et cette base de droit générerait, telle que notre vision l'est, générerait une confiance des investisseurs et des organismes internationaux qui investiraient dans les structures économiques de la Kabylie, dans les infrastructures, parce qu'il faut bien sûr reconstruire les routes, les voies ferrées, les aéroports. L'Algérie a retiré des infrastructures à la Kabylie. Il y avait des trains qui allaient beaucoup plus loin. Il y avait des trains qui allaient jusqu'à Bogni. Il y avait des trains qui traversaient la Kabylie. Il y avait un aéroport à Tizi Ouzou, ce qui s'appelait Tizi Orly d'ailleurs. L'Algérie l'a retiré. On a reculé d'un point de vue infrastructure, malgré qu'il y ait eu beaucoup de ressources financières avec le pétrole et le gaz. La Kabylie subit parce que c'est un territoire colonisé que l'Algérie ne veut pas développer. Par exemple, la 5G, là, il y a la 5G qui arrive en Algérie, elle va être développée partout sauf en Kabylie. Ça, c'est un truc simple, hein. La 5G, il y en a partout dans le monde, c'est pas un truc choquant, elle est développée partout sauf en Kabylie. C'est bien la preuve. Il y avait un aéroport en Tizi Orly, vous le cherchez sur Internet, vous allez le trouver. Regardez les voies ferrées. Il n'y a pas la 5G en Kabylie, c'est ça? Il n'y a pas la 5G, c'est 4G maximum. Je suis pas... Oui, il y a la 5G qui arrive en Algérie, c'est nouveau en Algérie. Il va être développé partout, à Tlemcen, Oran, etc., le sud, Adrar, sauf en Kabylie. Voilà. Enfin, peu importe, mais une Kabylie indépendante pourra construire ses infrastructures elle-même. Et un État responsable, ce qui est important quand on construit un État, c'est un État d'une taille raisonnable, de 10-12 millions d'habitants, où l'autorité, l'exercice du pouvoir ne sera pas loin du citoyen. Et cet État se battra pour ses citoyens, pour sa Kabylie. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'intérêt des Kabyles est d'avoir un pouvoir politique
qui construit cette Kabylie, qui lui donne sa liberté de s'enrichir, de construire un espace où il s'émancipe culturellement, intellectuellement. Moi, je pense que une Kabylie indépendante aura le Kabyle aura un droit de voyager partout dans le monde. Il aura le droit d'aller en Europe. Les Européens immédiatement pourront avoir le droit de venir en Kabylie. La Kabylie sera très vite un État développé. Très très vite un État développé. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le Kabyle n'a pas ce complexe de haine vis-à-vis des États plus riches, des Américains, des Chinois. On n'a pas ce complexe. Ce que vous présentez, c'est carrément un autre pays, quoi, finalement. C'est un autre pays. La Kabylie est un autre pays à l'intérieur de l'Algérie. L'Algérie est une prison pour les peuples. Je ne veux pas parler des Mozabites, des Touaregs, je respecte leur choix politique, leurs rêves politiques, je les laisse choisir eux-mêmes. Je ne veux pas que la Kabylie dirige toute l'Algérie. Nous ne sommes pas des colonisateurs. Les Algériens, il faut les respecter. C'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire. On entend bien que c'est la vision du MAC Absolument. Que vous présentez. Alors, Monsieur Hamellal, cette vision justement très claire que vous nous avez présentée sur la façon dont la Kabylie pourrait prospecter sous... alors, vous dites un État. Alors, c'est qui? C'est le MAC qui serait dans cet État, qui dirigerait cette Kabylie? En tout cas, politiquement parlant. Le MAC construit des institutions. Il construit des institutions démocratiques. Nous avons une constitution. Nous avons un parlement en exil. Nous construisons un État fédéral kabyle. Nous sommes fondamentalement attachés à la démocratie. Le MAC, une fois que la Kabylie sera indépendante, sera dissous. Et il y aura d'autres mouvements, d'autres partis qui naîtront et qui géreront le pays. Ce seront aux Kabyles de gérer leur pays. Alors, juste pour comprendre une chose, vous dites un État fédéral. Est-ce que l'autodétermination est dans ce sens? Un État kabyle fédéral. C'est-à-dire que la Kabylie, historiquement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on regarde l'histoire de la Kabylie, c'est un État qui est particulier, quand il a toujours été indépendant jusqu'en 1857, et quand on regarde son histoire avant 1857, c'est-à-dire que chaque village est une petite république, mais l'État se reconstitue, est fort, c'est un royaume au départ, c'est le royaume de Koukou des Atabès, et il se reforme dès que le territoire est en danger. Donc en fait, c'est un État très efficace, très délocalisé. Chaque village s'organise il y a quasiment presque des lois très locales qui s'appliquent. Elles sont toutes similaires. Il y a très peu d'impôts. Il y a juste des amendes. C'est basé sur l'efficacité de l'administration, l'ultra-efficacité de l'administration et la liberté d'exercer son droit de commercer, de créer de la valeur, d'entreprendre, de cultiver son jardin ou ses oliveraies. Ça voudrait dire qu'il y ait plusieurs fédérations. Chaque village aurait... Pas chaque village, mais disons, chaque groupement de villages serait une fédération. D'accord, qui serait chapeauté par... Qui serait chapeauté par un État fédéral qui, effectivement, imprimerait la monnaie, qui s'occuperait des relations étrangères, qui aurait une armée, voilà, un peu comme l'État fédéral suisse ou comme les États-Unis d'Amérique. Voilà. D'accord. C'est comme un État tout court, je veux dire. C'est comme un État tout court, mais sauf que c'est très délocalisé. Et c'est kabyle. C'est kabyle. La particularité, c'est que c'est kabyle. Le territoire kabyle. D'accord, et ça appartient à la Kabylie. C'est la Kabylie. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le MAC sera en mesure justement de recentrer toutes ces forces existantes pour pouvoir créer cette fédération, cet État fédéral, comme vous le dites?
Les Kabyles, En tout cas en 2025. Hein. Quelle est votre vision des choses? pour les Kabyles, il n'y a pas tellement de choix. C'est-à-dire que l'Algérie est un échec. On n'a plus besoin de le démontrer. Je pense que tout le monde est d'accord que c'est un échec absolu. C'est triste, mais c'est un échec. C'est mes parents, même le président Méhéni, a travaillé à essayer d'améliorer cette Algérie. Dans les années 60, 70, 80, créer une Algérie plurielle, il y a eu des projets qui ont échoué. C'est pas grave, c'est la vie des peuples, la vie des nations. Elles arrivent à un truc, elles échouent, ça arrive. Donc à partir de cet échec, pour le Kabyle, l'idée qui est née en 2001, c'est pas seulement une idée, c'est une structure politique aussi. Le MAK est l'unique structure kabyle, purement kabyle. Vous prenez des partis politiques qui se prétendent la Kabylie, il n'y en a pas. Le FFS, il considère que c'est un parti algérien, même s'il n'y a que les Kabyles qui votaient pour lui. Le RCD, c'est pareil, il considère que c'est un parti politique algérien. Donc il parle au nom des Algériens, il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas. Et il n'y a qu'une seule et unique structure qui défend l'intérêt du Kabyle, l'identité kabyle, la nation kabyle, l'histoire kabyle, c'est le MAK. Et toutes les personnes, avec chacune sa nuance, et c'est ça qui est intéressant justement dans le peuple kabyle, c'est ça qui est intéressant dans cette diversité villageoise, chez chaque kabyle, c'est pour ça qu'on est un mouvement et non pas un parti, parce qu'on a beaucoup de nuances à l'intérieur de notre groupe. Et que ce soit des intellectuels, des universitaires, des politiques, des gens qui sont fonctionnaires, des industries, des hommes d'affaires, des étudiants, tout le monde est d'accord que c'est l'unique solution. Il n'y en a pas d'autre. Nous sommes prêts à débattre, nous sommes ouverts à tout. Moi, je suis un curieux par essence et j'aimerais bien trouver d'autres idées qui dépasseraient celle-là. Mais pour l'instant, cette idée, c'est l'unique solution pour le peuple kabyle et aussi pour les autres peuples d'Algérie qui vivent ce cauchemar d'avoir ce peuple kabyle à l'intérieur. C'est un caillou dans la chaussure qui empêche l'Algérie de progresser parce qu'ils mettent énormément de moyens à essayer de les faire taire, à essayer de les faire disparaître. Ce n'est pas dans l'intérêt des enfants de l'Algérie de dépenser autant d'argent à taper sur la Kabylie du matin au soir. Les Algériens, ils doivent construire leur futur pour leurs enfants. Et les Kabyles doivent construire leur futur pour leurs enfants. C'est un divorce à l'amiable. Des fois, quand on a tous dans nos familles des histoires de couples qui n'ont pas fonctionné, où les gens se séparent, au début c'est un peu triste, c'est un peu, ça ne se passe pas forcément très bien, mais au bout d'un moment, les gens passent à autre chose et les relations s'apaisent. Mais monsieur Aménal, ok, cette vision des choses, je l'entends, elle est propre au MAK, mais je l'entends. Qu'est-ce que vous faites des gens, et Dieu sait qu'il y en a, des gens qui sont des Kabyles qui sont contre à l'intérieur. Alors si on va parler plus terre à terre, si demain moi je suis Kabyle, Algérien, musulman, limite intégriste, alors intégriste sur les idées islamistes, alors où on va faire plus simple, si je suis conservateur, vraiment, je tiens à cette... beaucoup de nos amis kabyles sont Qu'est-ce que vous faites de cette population du jour au lendemain si l'État kabyle, sous l'égide du MAK, devait se déclencher? Il y aurait des confrontations, c'est pas possible de... Qu'est-ce qui a été prévu justement pour... C'est-à-dire que moi, ce que je dis à cette minorité de Kabyles qui décident, qui préfèrent... Ils ne sont pas une minorité, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a, je reconnais qu'il y en a. Bon, aujourd'hui, parmi ceux qui se disent comme ça, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas avoir de problème avec l'État. Et je les comprends. Déjà, aujourd'hui, si vous voulez aller en Algérie, il faut dire du mal du MAK et vous rentrez, vous sortez, il n'y a plus de problème. Il faut se dire contre l'indépendance. Pour rentrer là-bas, comme ça, vous n'avez pas de problème, vous montrez, vous dites, moi, j'ai dit du mal du MAK, donc vous ne m'embêtez pas.
et ils vous Ça font marche même pas à signer tous un les truc. cas. Ça ne marche pas à tous les coups, il faut faire attention. Attention, donnez pas de fausses idées. Bon, disons que c'est un peu le schéma. D'accord, ok. Oui, donc ces gens qui disent ça, moi déjà je leur dis, bon, débattons. Si on n'arrive pas à progresser sur le débat, on respecte leur position, mais eux, avec une Kabylie indépendante, ils auront toujours l'Algérie. Ils pourront conserver leur nationalité algérienne et ils auront 2 États, ils auront 2 passeports. Ils auront le passeport algérien qu'ils adorent, très bien, pourront exercer leur islamité, leur islamisme, Alors, voir c'est pas les spécialement Algériens. islamiste. Hein. J'ai Non, dit- par exemple, j'ai ou autre repris chose. certains critères que Leur arabité, qui est une très belle Voilà. langue que j'aime beaucoup, leur contact avec les autres populations algériennes, ils auront tout ce qu'ils veulent, ils auront leur structure légale qui leur convient, puisque visiblement ils aiment beaucoup l'Algérie, pourquoi pas, ils pourront continuer à être algériens. Et ils auront à côté un petit État, kabyle, dont ils pourront ou pas garder la nationalité comme ils le souhaitent. S'ils sont kabyles et qu'ils veulent rester dans la Kabylie, ils auront 2 passeports. Je vois pas qu'est-ce que je leur enlève. Moi, par contre, je ne veux plus être algérien. Je veux être kabyle et uniquement kabyle. Ça ne m'intéresse pas d'être l'Algérie. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je suis intéressé par ce que je suis, c'est-à-dire kabyle. Le voisin algérien comme le voisin tunisien ou marocain, pour moi, c'est des entités que je respecte, que je connais, mais voilà. Ça s'arrête là. Voilà, donc moi je comprends pas ce que je leur enlève, puisqu'ils auront la possibilité d'être algériens et kabyles. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de discrimination ou même plus qui peut se créer par rapport à ce... L'Algérie restera notre voisin, on aura intérêt à avoir des relations cordiales avec elle. C'est comme ça que ça se passe dans l'histoire des nations. On regarde par exemple la France et l'Angleterre ont toujours été en train de se chamailler, ou la France et l'Allemagne. Entre la France et l'Allemagne, il y a 50 millions de morts au cours des 2 dernières guerres, et ils ont pu faire la paix. Mais nous ne voulons déjà pas, nous respectons le sang et la vie des Kabyles, et celle des Algériens aussi. Nous ne voulons pas que ni le sang kabyle, ni le sang algérien ne coule. Nous voulons nous séparer dans la paix, logiquement, et les Kabyles qui souhaitent rester algériens, si cette Algérie en convient, ils pourront rester et Kabyles, ils auront un passeport kabyle et un passeport algérien, ils pourront passer d'un pays à l'autre. Moi, je ne vois pas en quoi ça les gênerait, en quoi ça gênerait qui que ce soit. Il y a quand on regarde l'indépendance de l'Algérie, il y a des gens qui sont restés encore en France, qui travaillaient en France, qui venaient, ils partaient, ils ont eu 2 passeports, ils n'ont pas eu de problème particulier, pas que je sache. Avant, ils avaient une seule nation, c'était la France, parce que l'Algérie était française. Après, l'Algérie s'est séparée de la France, a pris son indépendance, ils ont eu 2 passeports. Est-ce qu'ils ont eu des problèmes particuliers? Non. Ils rentraient en Algérie, ils partaient, ils revenaient en France, il n'y avait pas eu de problème. C'est exactement la même chose. Donc, pourquoi empêcher la majorité des Kabyles ou une partie des Kabyles d'avoir son indépendance alors que ça ne gêne personne? Alors, cette mini-structuration qu'on pourrait faire à l'intérieur en disant, voilà, il y a ces minorités, ou même... Alors, je peux pas m'avancer sur le chiffre, mais ça existe. Il y a une population kabyle qui est différente, qui peut être conservatrice. Alors, on ne parle pas uniquement conservatrice d'un point de vue islam, mais il y a des gens qui veulent garder simplement leur algérianité, qui veulent rester dans ce sens-là. Mais alors, est-ce que ça peut ne pas être un frein justement à vos objectifs? Oui, alors moi ce que j'explique sur ces gens-là, c'est clair. Nous, nos grands-parents se sont battus physiquement. Pour certains, ils sont morts, pour certains ont été torturés, pour l'indépendance de l'Algérie, c'est ce qu'on nous répète. Moi, mon grand-père, c'est son cas. Il est mort. Il est mort torturé pour l'indépendance de l'Algérie. Très bien. Mais moi, je ne vais pas pour que les Kabyles soient des colons en Algérie. Quand on me dit ça, on me dit les Kabyles
doivent conserver l'Algérie, toute l'Algérie, parce que leurs ancêtres se sont battus. Ils se sont battus pour la liberté et ils ne se sont pas battus pour que les Kabyles deviennent les colons de l'Algérie. On ne va pas coloniser les autres régions. Les autres régions, il faut les respecter. Moi, je respecte les Algériens. Chaque Algérien sur son territoire a son droit de diriger son territoire, d'avoir sa vision de l'avenir. La Kabylie ne doit pas imposer sa vision au restant des Algériens. Par ailleurs, le restant des Algériens ne doit pas imposer à la Kabylie sa vision du monde et sa vision de l'avenir. C'est pour ça qu'une séparation est très bien et la bienvenue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Kabylie s'est bâtie comme ça. Elle a une histoire très particulière où elle s'est bâtie justement une histoire millénaire. Et c'est intéressant, au XIIe siècle, il y avait Oulgad Oufla, Oulgad Bouadda, c'est-à-dire qu'il y a eu des populations qui sont venues, lors des attaques hilaliennes, se réfugier en Kabylie, des Berbères qui venaient d'autres régions et qui ont été acceptés en Kabylie. Et donc cette Kabylie, elle accueille des gens. Ce n'est pas une Kabylie ethniquement pure. C'est une Kabylie qui reçoit des gens et qui les kabylise. Il y a même eu des populations palestiniennes qui sont venues s'installer en Kabylie, sont devenues kabyles. Ils parlent kabyle. Et donc, voilà. Mais il faut que cette Kabylie accède et exerce son droit à l'autodétermination. Ces gens qui veulent rester dans l'Algérie et qui sont contre l'indépendance de la Kabylie, il faut qu'ils exercent ce droit et qu'ils disent que eux, non, ils veulent voter contre cette chose. C'est un droit qui leur appartient aussi et que nous défendons. Nous défendons même le droit de nos opposants. Ils ont ce droit de mettre dans le bulletin « Non, nous sommes contre l'indépendance ». Nous sommes convaincus que les Kabyles choisiront l'indépendance. Sinon, l'Algérie l'aurait organisé, ce référendum, depuis bien longtemps, s'ils étaient sûrs que nous étions une minorité. D'accord. Alors, de votre point de vue, quelles sont les frontières de la Kabylie, au final? Comment vous voyez, au niveau du MAC, comment vous voyez ces frontières? Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est kabyle et qu'est-ce qui n'est plus kabyle, en fait? La frontière historique, c'est une frontière de la kabylophonie, où l'on parlait kabyle, où les traditions kabyles étaient inscrites. Bon, c'est un petit peu plus large que ce qu'on appelle la région 3 ou la wilaya 3. Mais nous, on n'est pas... On n'essaye pas de voler du territoire à l'Algérie ou d'essayer d'agrandir notre territoire. Nous, ce qu'on cherche, c'est véritablement ce que veulent les gens pour leur avenir. Si les gens sont contents de rester, c'est-à-dire qu'il y aura une partie qui est frontalière où les gens préféreront peut-être rester sur l'Algérie et certains préféreront venir dans une Kabylie nouvelle. Nous, on n'a pas de problème. Ils choisiront. On pourra faire des référendums locaux pour que les gens choisissent où ils veulent passer. S'ils ne sont pas contents dans la Kabylie, eh bien qu'ils votent pour sortir et ils sortiront. Nous sommes fondamentalement démocratiques. Oui, mais est-ce que vous avez dessiné? Oui, elle est dessinée. Est-ce que vous avez dessiné des frontières en disant, voilà, je veux dire, moi, aujourd'hui, à Alger, 95% des Algérois parlent kabyle. Ce sont des kabyles. C'est des gens soit très proches de Tizi Ouzou, soit de Béjaïa, mais il y a une... Alors, qu'est-ce qu'on fait par la régence d'Alger? Je dis ça en toute... Oui. Pour comprendre, hein, sans arrière-pensée, mais je voudrais bien cadrer un petit peu, savoir, et aider nos téléspectateurs à savoir, voilà, comment vous avez cette vision, géographiquement parlant. C'est-à-dire que, historiquement, l'Algérie a tout fait pour démanteler cette Kabylie. Elle l'a découpée en petits morceaux, etc. Mais malgré ça, donc on voit 63 ans après, il y a toujours ce sentiment kabyle, et dans chaque Kabyle, il y a ce désir de survivre, de s'opposer à l'effacement qu'essaye d'imposer l'Algérie. Donc, comme je vous ai dit, la territorialité de l'État kabyle, ou de la nation kabyle, oui, il n'est pas précis au millimètre près, mais ça peut faire partie de la négociation le jour où on aura un interlocuteur pour effectivement dessiner le territoire. Mais nous l'avons sur une carte. Les gens peuvent le constater sur notre drapeau, sur notre sigle. Il y a ce territoire kabyle qui va des bas-bords. En grosso modo, c'est 300 km de côte
avec entre 150 et 200 km de profondeur. De Les profondeur gens, à l'intérieur des à territoires. l'intérieur à partir de la côte vers le sud. D'accord. Donc Donc, c'est quand même conséquent. oui, c'est entre 40 et 50 000 km². Alger, c'est notre voisine, elle a toujours été notre voisine. Nous espérons continuer à commercer avec elle. Effectivement, il y a beaucoup de Kabyles à Alger, mais a priori, elle ne fait pas aujourd'hui partie du territoire kabyle revendiqué. D'accord. Alors, je voudrais revenir, on arrive à la fin de cette émission, je voudrais revenir quand même sur l'internationalisation et la diaspora, un petit peu, voir. Le MAC mise beaucoup sur les rapports internationaux aujourd'hui, dans cette quête justement à la liberté. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, on vous voit hein, à travers les réseaux, vous êtes partout, vous êtes à l'ONU, vous êtes quasiment pratiquement dans tous les pays. Hein. Parlement, au Sénat, Au Parlement, au Westminster. Sénat. Alors, au Sénat, dernièrement, on vous a vu avec des élus, hein, des députés. Donc, est-ce que vous arrivez à drainer justement des visions autres que celles qu'on veut vous imposer? C'est-à-dire que, en fait, le combat kabyle est un combat que les gens trouvent intéressant parce que, déjà, d'une part, il est assez connu, les populations kabyles sont respectées à travers le monde, ce sont des populations qui s'intègrent, qui travaillent, qui respectent les principes démocratiques, de respect de l'autre. Et le MAC, aujourd'hui, qui a un quart de siècle de vie, est aussi connu et respecté. Donc on voit bien, par exemple, nous on a été classé terroriste par l'Algérie, mais c'est le seul pays qui nous a classé terroriste. Notre président qui est condamné à mort 5 ou 6 fois, il voyage aux États-Unis, au Canada, en Italie, il n'a jamais de problème. Il va en Angleterre, il n'a jamais de problème, il s'est fait arrêter nulle part. On ne peut pas dire que c'est que la France qui le protège, tous ces pays-là le protègent. Et donc il est bien accueilli. Donc le président Mehdi est reçu dans les parlements du monde, il est reçu au Parlement canadien, ce qu'on appelle la Chambre des communes, à Ottawa, pas que le Québec, il est reçu aussi au Parlement québécois, mais il est reçu au Parlement canadien. Il est reçu au département d'État des États-Unis, c'est le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Il est reçu en France, au Sénat plusieurs fois, au Parlement au moins une fois, voire 2 fois. Il est reçu à Westminster, en Angleterre, il a rencontré les lords qui correspondent en fait aux sénateurs, enfin, ils ont un système un petit peu différent. Il est reçu par des lords. Tous les parlements parlent justement de la Kabylie, et particulièrement de la répression et de la persécution, que ce soit des chrétiens kabyles, que ce soit des Kabyles eux-mêmes, que ce soit les arrestations illégales des défenseurs des droits. Amnesty International sort des rapports sur les exactions, donc tout le monde est au courant. Tout le monde connaît le cas kabyle. Alors, l'Algérie fait énormément d'ennemis. D'accord. Donc le but, l'intérêt d'aller voir justement ces institutions internationales, c'est sous forme pour obtenir un levier diplomatique? Oui, c'est-à-dire que nous avons déclaré la renaissance de l'État kabyle. C'est une espèce de flamme qu'on maintient vivante. Bien sûr, nous n'avons pas le contrôle de notre territoire, puisqu'il est sous colonisation algérienne. Mais l'État kabyle, que nous avons perdu à la bataille des Chavevens, Fadman Soumer, 1857, a retrouvé son existence le 20 avril 2024 à New York. Cet État-là, nous le maintenons vivant et nous préparons l'indépendance de la Kabylie de manière pacifique. Mais nous avons besoin, en effet, de reconnaissance par d'autres États de notre existence.
Ils le veulent, certains le veulent. Allons-nous l'obtenir? On voit par exemple que les Marocains, aux Nations Unies, ont parlé de l'autodétermination de la Kabylie plusieurs fois. Omar Hillel a appelé l'Algérie à permettre à la Kabylie d'exercer son droit à l'autodétermination, comme tous les autres peuples du monde. Alors que le Polisario, les Marocains ont proposé une solution d'autodétermination, ce qu'on appelle une solution d'autodétermination interne. Elle est bien, elle n'est pas assez bien. Vous voulez la discuter, c'est possible. Mais en tout cas, ils proposent une solution. Elle convient peut-être pas à l'Algérie, elle est peut-être pas assez convenable, je ne sais pas, on peut la discuter. Mais c'est la solution marocaine, que beaucoup de nations aujourd'hui considèrent comme la meilleure solution. Je ne dis pas moi que c'est forcément la meilleure, ou qu'elle ne doit pas être améliorée, ou qu'elle ne doit pas être discutée, mais le Maroc propose une solution. L'Algérie ne propose aucune solution pour la Kabylie. Bonne ou mauvaise, elle ne propose aucune solution. Donc, des États sérieux comme le Maroc, que l'Algérie a déclaré comme ennemi, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, aujourd'hui nous avons l'embarras du choix, que ce soit la France, que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte. L'Algérie est en conflit avec ces États et nous trouvons une oreille attentive partout dans ces nations pour nous aider justement à sortir de l'instabilité et de la terreur qu'exerce l'Algérie sur ses propres populations d'abord, à savoir les populations kabyles essentiellement, et l'instabilité qu'elle crée partout autour d'elle, à savoir dans le Sahel, en Afrique du Nord et même dans le sud de l'Europe, étant donné qu'elle envoie ses services essayer de déstabiliser des nations comme la France ou l'Espagne. Alors ces institutions internationales, bon, elles reconnaissent, parce qu'il faut quand même différencier le fait, votre projet, en tout cas, d'indépendance et d'autodétermination, et la répression qui peut s'exercer. Donc, est-ce qu'elles reconnaissent cette répression qu'on met en avant et qui a été documentée par plusieurs ONG, ou est-ce qu'elles reconnaissent aussi en même temps ce projet d'autodétermination que vous présentez? C'est-à-dire qu'à ce stade, nous existons comme État, puisque nous avons fait notre déclaration de renaissance de l'État kabyle. Nous continuons à proposer à l'Algérie de venir s'asseoir à une table, de discuter des critères ou du traitement de la question kabyle de manière plus générale, d'un calendrier, mais l'Algérie n'est pas là. L'Algérie n'est pas gouvernée. L'Algérie est tenue entre les mains d'une mafia qui se comporte véritablement en tant que voyou. On l'a vu sur les affaires, sur les différentes affaires, comme celle du journaliste Christophe Glaise, ou comme celle de Boualem Sansal, ou comme les affaires de Zetot, où il y a eu une tentative de kidnapping, voire d'assassinat. Voilà. Ce n'est pas les pratiques d'un État responsable. Il faut que les Algériens le sachent. Ils sont gouvernés par des voyous, beaucoup le savent, et cela doit cesser. Nous voulons discuter, nous mettre d'accord pour un calendrier de l'exercice de notre autodétermination. Voilà, nous sommes ouverts au dialogue. Le président Mehni l'a répété plusieurs fois. Les institutions du MAC le répètent à chaque fois. Il faut essayer de trouver une solution à cette question kabyle. Maintenant, si nous ne trouvons pas d'interlocuteurs depuis 25 ans, c'est un gros problème. Nous allons déclarer notre indépendance de manière unilatérale. C'est fort dommage. Moi, je le trouve fort dommage, mais ça risque d'arriver. Alors, Monsieur Mehni, j'entends ce que vous dites, hein, c'est votre version, votre vision et votre version des choses, un langage que vous, je le rappelle.
Mais cette envie, et d'ailleurs, monsieur Farhat Meni l'a dit, et l'a répété plusieurs fois, vous allez dans ce sens-là, vers un référendum. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité? Oui, le référendum, il faut qu'on puisse le mettre en place avec les autorités algériennes, comme De Gaulle a mis en place le référendum d'autodétermination de l'Algérie. Il faut que les Algériens aient leur propre leader qui soit ouvert à la liberté. On ne peut pas retirer la liberté aux individus. L'Algérie est une véritable prison. Et cette liberté, il faut qu'on commence à l'exercer. Et il doit y avoir chez les Algériens un homme qui sorte et qui dise oui, il faut libérer les gens, leur donner leurs droits pour se libérer. Comme De Gaulle l'a fait quand il est arrivé en 1958, il a regardé la question algérienne, il a réfléchi, à un moment donné, il a dit oui, je vous ai compris, c'est-à-dire que j'ai compris que les Algériens voulaient leur indépendance, il fallait qu'ils votent, ils ont voté et ils ont eu leur indépendance. Il y a eu beaucoup de sang qui a coulé, mais on peut éviter que le sang coule pour les Kabyles et pour les Algériens. On peut y arriver sans faire couler le sang. Ceux qui sont, parmi les Kabyles qui sont contre l'indépendance de la Kabylie, moi je leur dis que c'est très simple, ils auront 2 passeports. De quoi se plaignent-ils? Ils auront un passeport algérien, un passeport kabyle. Je ne vois pas quelle est la difficulté. Alors là, vous êtes, le MAC est considéré comme une organisation terroriste. Il y a un blocage à ce niveau. Les autorités algériennes, on les appelle comme on veut, régime, gouvernement, comme bon vous semble, refusent tout dialogue. Alors pour eux, ils ne veulent pas dialoguer avec une entité terroriste comme ils l'ont classée. Oui. Par exemple, je reprends le MAC, hein, vous êtes fermé vis-à-vis de cette agression, ce qui est, je veux dire, un peu logique par rapport à la réaction. Alors comment on avance à votre niveau? Comment vous allez... aujourd'hui, s'il n'y a pas de dialogue possible, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue politique? Nous sommes ouverts au dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de dialogue. Mais le problème, c'est que... Le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est le régime algérien. Parce que le régime algérien ne dialogue avec personne. Il a coupé ses relations diplomatiques pendant 3 ans avec l'Espagne. Il a coupé ses relations diplomatiques avec la France, sont coupées. Ses relations diplomatiques avec le Maroc sont totalement éteintes. Avec la Libye de Haftar, elles sont coupées. Avec le Mali, l'Algérie n'a jamais eu de problème avec le Mali que depuis l'arrivée de ce régime, en 63 ans d'indépendance. Le Mali n'a plus aucune relation diplomatique avec l'Algérie. Vous imaginez? Donc, l'État algérien ou le régime algérien doit se poser des questions à lui-même. On attend qu'une nouvelle équipe arrive. Il semblerait qu'il y ait des luttes de clans et que le clan actuel, Tebboune Chengreha, qui mettent l'Algérie en déroute totale, soit en passe d'être dégagé ou pas. Nous, ça ne nous intéresse pas, c'est la vie politique algérienne, mais trouver quelqu'un qui dépasse les problèmes que l'Algérie, que les populations algériennes ont. La question kabyle doit être réglée. Voilà, constater le réel. Il n'y a aucun investissement en Algérie extérieur. Les prix du pétrole vont être amenés à s'effondrer à un moment ou à un autre, du gaz et du pétrole. La population algérienne fuit l'Algérie tous les jours. Et voilà, il faut une personne qui sorte du lot et qui traite toutes ces questions et qui vienne discuter avec nous de la question kabyle, de l'exercice de notre droit à l'autodétermination. Un référendum serait la solution la plus juste. Elle est inscrite dans le droit international. Nous, pour le peuple kabyle, nous demandons le droit, rien que le droit, et tout le droit. Les Kabyles, le statu quo, c'est maintenir le Kabyle dans un statut de citoyen de second rang qui sera traité de sale juif, de sale bulgare,
etc., de zouaves et compagnie. Dans l'esprit des gens, l'Algérie a instillé cet esprit que le Kabyle est un citoyen et l'ennemi de l'intérieur est un sous-citoyen. Nous refusons que nos enfants vivent dans avec ce statut. C'est pour cela que la Kabylie doit retrouver son État indépendant. Et il n'y a pas de raison pour que le Kabyle soit moins bien qu'un autre citoyen du monde. Voilà, la Kabylie. Monsieur Abella, vous disiez juste à l'instant qu'une personne sorte du lot, en parlant du gouvernement en place, et qu'il puisse... alors, est-ce que vous avez quelqu'un en vue? Vous voyez quelqu'un qui puisse sortir du lot? Et de quel lot vous parlez? Non, ça relève de la politique algérienne, un militaire, je ne sais pas. Je ne présage de rien, je ne suis au courant de rien, mais je regarde ce qui s'est passé en France, par exemple avec De Gaulle qui est arrivé, qui a permis à l'Algérie de se libérer, voilà, ou Rocard qui a décidé d'un référendum en Nouvelle-Calédonie. Ça a mis du temps, ça a mis une vingtaine d'années, mais c'est arrivé. Voilà, c'est des gens qui sont arrivés et qui ont dit, voilà, il faut essayer d'avancer sur tel sujet, etc. Voilà. C'est-à-dire, je voudrais juste éclaircir, concrètement, politiquement parlant, c'est-à-dire quelqu'un sortirait du lot et réussirait à convaincre les dirigeants qui sont actuellement en poste de trouver une alternative, une discussion possible avec le MAC ou... Oui, parce que l'Algérie est un territoire invivable. Tout le monde cherche à le fuir. Je veux dire, il ne peut pas y avoir d'évolution positive de ce pays. Qui aurait cette force de faire ça? Je ne sais pas. Dans le cadre du système politique algérien, j'imagine que ce serait quelqu'un d'un des clans qui arriverait. Je ne sais pas si ça arrivera, mais c'est une des possibilités. Avant l'effondrement total de l'Algérie. Parce que le décalage civilisationnel entre l'Algérie et quelques nations en compétition, qui étaient en compétition, qui ne le sont plus, parce que quand on regarde ce qui se passe au Maroc, je vous invite à aller visiter le Maroc. Le Maroc est un pays qui avance énormément, qui n'a aucune ressource, mais qui avance avec des infrastructures incroyables, avec des systèmes bancaires incroyables. Casa Finance City, c'est une place financière africaine respectée. Les infrastructures, que ce soit ferroviaires, aéroportuaires, allez visiter les aéroports au Maroc. Alors c'est intéressant ce que vous dites par rapport au fait que éventuellement si une personne sortait du lot, ça c'est quelque chose qui est peut-être important de mettre en avant, ça voudrait dire que, comme vous le dites, s'il y a des clans, si ces clans existent, il faudrait qu'il y ait une scission. Alors s'il y a une scission entre eux, à mon avis, elle risquerait d'être brutale. Est-ce que dans cette scission, elle risquerait pas alors soit l'effondrement total de ce qui existe aujourd'hui en Algérie, ou soit d'emporter tout le monde, y compris le MAC avec? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour tout le monde? Non, c'est-à-dire que si l'Algérie s'effondre, la Kabylie, voilà, la Kabylie restera. La Kabylie tirera son épingle du jeu. Vous êtes sûr de ça? Je pense qu'on créera notre territoire si l'Algérie s'effondre. Si l'Algérie rentre en conflit avec quelqu'un, avec un autre État, que ce soit les Libyens, que ce soit les Maliens, que ce soit les Marocains ou autres, je pense que déjà les Kabyles ne participeront pas à ces guerres, qui sont complètement absurdes. Ce seraient des guerres contre, juste pour sauver l'État algérien. Ce ne sont des guerres qui n'ont aucun sens. Parce que ce seraient des guerres qui cacheraient l'échec total de cette Algérie. Est-ce que des conflits externes, donc des guerres, des guillemets, pourraient être génératifs de quelque chose de positif pour l'Algérie ou pas, d'un point de vue politique? Non, l'Algérie est dans un progrès vers l'effondrement absolu. Progresse vers un effondrement absolu de son État, de sa société. Elle s'afghanise d'un certain côté, et d'un autre côté, les gens la fuient. C'est-à-dire que dès que vous avez la moindre compétence, vous essayez de la vendre à l'étranger et vous partez, vous et votre famille. On voit des femmes enceintes avec leurs enfants et leurs parents sauvés dans les boats, dans les bateaux.
je veux dire, c'est du jamais vu pour un pays supposé aussi riche. Monsieur Amelal, j'ai bien compris, j'ai bien entendu votre version et vos idées, hein, sur tout ce que peut proposer le MAC. Alors aujourd'hui, pour finaliser sur cette émission qui a pris déjà beaucoup de temps, quelle est votre stratégie politique et votre avenir pour 2025, fin 2025, 2026? Fin 2025, écoutez, il y a, avant la fin 2025, je veux dire, on a attendu 25 ans pour trouver un interlocuteur en Algérie. Il ne semble pas qu'on le trouve, mais on a encore 6 mois pour que l'Algérie se déclare et vienne négocier avec le MAC. Sinon, nous avons beaucoup d'interlocuteurs à l'international qui nous supportent, qui nous soutiennent. L'un d'entre eux nous reconnaîtra un jour. Nous sommes à l'UNPO, donc le Unrepresented Nation and People Organization. C'est une organisation internationale qui soutient les peuples sans État ou sans représentation et donc qui nous accompagne également dans nos démarches auprès des Nations Unies, auprès des grands États libres pour tracer notre chemin vers notre État indépendant. Les Kabyles vont être indépendants un jour, je ne sais pas quand, mais ça arrivera. Donc, vous laissez, comme le disait M. Farhat Meni, jusqu'à la fin de l'année, ça? Oui, c'est ça. Pour décider, s'il n'y a pas d'interlocuteur, qu'est-ce qui se passe? On aura attendu 25 ans. Ce qui se passe, il y aura une déclaration unilatérale d'indépendance. D'accord. Telle que les Palestiniens l'ont faite à Alger en 1988, telle que le Kosovo l'a faite en 2008 et telle que les Catalans l'ont faite en 2017. Voilà, c'est juste pour donner des exemples de déclaration unilatérale d'indépendance. Et ça, concrètement, alors, on comprend ce que ça veut dire par le terme, mais qu'est-ce que ça apportera justement à la Kabylie? C'est-à-dire que là, s'il y a des États qui reconnaissent cette indépendance, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le Club des Nations Unies, c'est comme un club d'États qui essayent chacun de défendre leurs intérêts et leur intégrité territoriale, particulièrement les États, tout ce qui sont ces États voyous, type l'Algérie et un certain nombre d'États du Sud global. Une fois qu'on est reconnu par un des États, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre nous et un État des Nations Unies. Dès que notre indépendance est reconnue par un État, peu importe quel État, notre existence est là sur papier. C'est-à-dire que nous sommes une nation parmi les... Est-ce qu'on se place un petit peu... Alors, est-ce que se faire reconnaître par d'autres États? Je veux dire, si on prend le cas de la Palestine, par exemple. Oui. La Palestine, ça a été aussi... c'est un peu la même chose. Mais ceci dit... ils sont reconnus par certains et non reconnus par d'autres. Je veux dire, ils n'ont pas une avancée flagrante aujourd'hui. Il y a même... Ouais, ils ont une représentation. Même chuté, d'un point de vue de... Oui, parce que pour la Palestine, moi je dirais, je pose une question. Alors j'ai pris le premier cas qui me venait à l'esprit. Moi je dis quel est le projet, quoi. Pour la Palestine, quel est le projet? Je veux dire, c'est plutôt des organisations violentes, plutôt orientées, très islamisées, pour les moins, et financées souvent par des États tels que l'Iran. Enfin, moi, je serais inquiet pour le projet. On essaie de construire un État qui ressemble à l'Iran ou qui ressemble à l'Algérie. C'est très inquiétant. D'abord pour les Palestiniens. Ils vont passer leur vie à essayer de fuir la Palestine indépendante. C'est un peu ce que je vois tel que ça m'est décrit, mais j'espère me tromper. Nous avons construit des bases démocratiques, pacifiques, c'est-à-dire que la violence est quelque chose qu'on a retiré de toutes nos institutions. Nous refusons la violence. Nous nous inscrivons dans le droit international, et nous avons même fait appel au droit algérien pour que les Algériens comprennent bien l'article 30 de la Constitution algérienne, que chaque Algérien est censé respecter et que l'État algérien est censé respecter l'article 30. Donc, voilà, pour montrer notre bonne foi, et notre bonne foi, nous nous inscrivons
dans le socle démocratique des valeurs kabyles et nous nous inscrivons dans une ouverture sur le monde. Nous avons une façade méditerranéenne qui nous ouvre sur cette Méditerranée qui a donné la démocratie au monde. C'est ça nos valeurs. Nous sommes des Africains méditerranéens. Voilà. Et on n'a pas à nous imposer, on n'a pas à être la banlieue du Moyen-Orient. Si l'Algérie le souhaite, très bien, nous le respectons, mais nous voulons simplement être nous-mêmes, libres et indépendants. Et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Amellal. En tout cas, c'est votre vision des choses et je répète que vous êtes directeur du cabinet du président Mény. Vous êtes un cadre du MAC. Tout à fait. Et donc, c'est votre vision des choses. Vous nous avez montré ce que pensait, en tout cas globalement, ce que pouvait apporter le MAC et ce que pense aujourd'hui le MAC. Donc nous, on aimerait bien aussi avoir d'autres versions, si d'autres organisations souhaitaient s'opposer ou venir, venir conforter vos dires, pourquoi pas? On est là, on écoute, on est une chaîne qui justement est ouverte à tout le monde, hein, tout courant politique, et on est là pour en débattre. Donc merci de nous avoir expliqué un sujet qui est quand même très compliqué, très vaste, et merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis, de votre patience, et je souhaite bientôt, en tout cas vous revoir bientôt, M. Amellal. Bonne soirée. Merci Wanis. Merci.